Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review Hunter. Dans ce chapitre 399, Nobunaga et Inrigi continuent leur exploration du QG du clan EI avec l'étrange buanderie où sont apparemment traités les cadavres des piégeux. Inrigi constate que la pièce est déserte mais a été occupée récemment et cela fait alors penser à Nobunaga que toute leur tactique de passer par la chambre voisine pour le piège n'était peut-être pas une bonne idée car elle a sûrement alerté le clan EI de leur arrivée. Inrigi tempère cette inquiétude en disant que cette chambre voisine est peut-être tout à fait ordinaire et qu'il est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Ces inquiétudes ne semblent cependant pas arrêter les deux alliés et ils débouchent alors dans une seconde salle qui est cette fois-ci occupée par des membres du clan EI qui débattent sur un sujet très philosophique et ignorent donc complètement Inrigi et Nobunaga. Ce n'est que quand Inrigi lance un couteau dans la tête d'un des membres du clan que ces derniers réagissent vraiment. Étonnamment, c'est celui qui s'est pris le couteau qui se lève, comme de rien n'était, et retire le manche du couteau de sa tête, la lame ayant disparu. Inrigi remarque rapidement que la lame est en fait dans une canette que son adversaire tenait en main et en conclut donc qu'il peut téléporter des objets grâce à son naine. Inrigi retourne son coup, avec un lancer bien plus puissant car infusé de naine. Son adversaire ne peut apparemment pas téléporter ce couteau-là et l'évite rapidement. Ce couteau se retrouve alors face à un autre membre du clan EI qui se sent assez hardi pour tenter de stopper la lame avec sa capacité de naine, mais son compère à côté l'arrête avec un exemplaire du Shonen Jump, qui est une référence plutôt sympathique, discrète mais sympathique, parce que c'est écrit tout petit. Même si le design du truc, si on connaît un peu, on voit tout de suite ce que c'est. Et voilà, donc ça c'est la petite référence de Togashi, ça fait toujours plaisir. Ensuite, Yoko Tani, l'avocat du clan EI, entre en scène et déclame les infractions dont les deux intrus sont coupables. Comme précédemment, avec l'assassin du clan EI, Nobunaga ne perd pas son temps à écouter l'avocat et lui lance directement son katana en pleine tête, dont apparemment la lame peut se détacher et se transformer en arme de jet, ce qui est plutôt pratique. En effet, je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais Nobunaga et Inrigi ne peuvent rentrer dans la pièce, car ils sont certains que l'entrée est équipée du même piège que celle de la chambre dont ils viennent. Yoko Tani prend donc le coup en pleine tête, mais l'homme qui s'est pris le couteau plus tôt pose sa main sur l'avocat et absorbe la blessure au grand étonnement de Nobunaga, qui comprend alors comment fonctionne la technique de celui qui vient de sauver Yoko Tani. Nobunaga menace alors d'embrocher tout le monde, mais Yoko Tani déploie alors sa capacité de naine, qui sont une sorte de garde robot dont la puissance est proportionnelle à l'infraction commise. Les gardes se jettent alors sur Nobunaga, qui attaque en retour, mais son coup réussi ne fait que renforcer les gardes qui le maîtrisent rapidement pour ensuite l'expulser du QG. Inrigi, lui, sous le conseil de Nobunaga, fuit vers la buanderie dans l'espoir d'y cacher le transmetteur qu'il attend lui. Il rejoint ensuite assez vite Nobunaga à l'entrée de la chambre, mais pas sans avoir réussi à cacher le transmetteur. On ne veut pas savoir comment il a réussi à sortir le transmetteur de son corps, parce que, je vous rappelle, il l'a avalé, quand même. Pas très frais tout ça. Ce contretemps ne décourage pas les deux alliés, et ils se partagent alors le travail. Nobunaga va continuer à traquer le transmetteur, alors qu'Inrigi va se mettre à la recherche d'indices sur les membres du clan EI qu'il a aperçus. C'est ainsi que se conclut ce chapitre, et qui nous dévoile encore des capacités de naine surprenantes, avec celles permettant de transférer des objets et blessures, ainsi que celles pouvant créer des gardes surpuissants. Car arriver à maîtriser Nobunaga, c'est clairement pas donné à tout le monde, donc cet avocat aux airs un peu naïf, et plutôt faiblard, on a l'impression, cache une capacité de naine plutôt impressionnante, même s'il était limité au lieu où se trouve Morena. Donc c'est clairement pour protéger le chef du clan EI, donc Morena. Ce que j'apprécie aussi, une fois de plus, ce sont les décors détaillés sur nombre de cases, rendant les événements qui s'y déroulent plus immersifs. Togashi et son équipe ont vraiment travaillé efficacement là-dessus, même en pré-publication, et ça, c'est vraiment agréable à voir. Parce que si je me souviens bien, je n'ai pas été un suiveur, entre guillemets, du manga à l'époque, mais souvent en pré-publication, le dessin était assez, comment dire, primitif, sans vouloir être méchant. C'était corrigé après en tome, donc c'était beaucoup plus joli, mais de ce que je vois souvent en pré-publication, Togashi faisait au plus vite, parce que là il était quand même pressé par le rythme infernal d'une publication dans le Jump, donc il faut quand même faire un chapitre toutes les semaines, c'est quand même pas facile. Donc voilà, ici, apparemment il a eu son sang avant de pouvoir
rendre ses pages, et ça se voit vraiment, et ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va pouvoir continuer à travailler comme ça, parce que ça me dérange vraiment pas d'attendre peut-être qu'on ait 10 chapitres par an seulement, mais au moins tu as 10 chapitres vraiment bien soignés, bien dessinés. Donc voilà, moi ça me dérange pas si j'ai que ça chaque année. Bref, et dans la continuation de ce que je disais, Togashi nous gratifie de gros plans sur certains personnages qui sont tout aussi détaillés et vraiment impressionnants. J'aime beaucoup quand il fait ça, ça donne vraiment une intensité dans le dessin, surtout quand l'homme qui s'est pris le couteau dans la tête, je connais pas son nom, il s'est pas dit dans le chapitre, donc je sais plus comment il s'appelle. Il prend le couteau comme ça, et il le prend dans sa main, et puis il le casse à main nue. Tout ça en gros plan comme ça, franchement c'est impressionnant, quoi. Donc, j'espère qu'il va continuer à faire des trucs comme ça. Pour la suite, hein, donc le chapitre suivant, on nous tease un développement du côté des princes de Kakin, qui est donc intriguant, car ça fait un moment qu'on les a plus vus. De plus, il y a donc un espoir de revoir Kurapika, qu'on n'a plus revu depuis encore plus longtemps. Donc j'espère qu'on va pouvoir voir ce qu'il devient. Surtout que sur Twitter, on nous a teasé un dessin de Kurapika, donc on va supposer que c'est ce chapitre-là. Il faut suivre Togashi sur Twitter, c'est intéressant quand il dessine ses chapitres. Voilà, c'est donc tout ce que j'avais à dire concernant ce chapitre, et donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.